Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. Bonjour et merci de vous familiariser au contenu de Radio Campus UDS. Voici Chang University Newsroom en mode podcast. C'est l'édition du 20 juin 2025. Au sommet de cette édition, les adieux de l'Université de Chang à la regrettée professeure Esther Gadjoui, l'enseignante-chercheur de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, décédée le 20 avril 2025, a eu droit aux hommages académiques officiels. La cérémonie y afférente a eu lieu le 19 juin 2025 au centre des conférences Djoumessi Mathias. Depuis quelques mois, pour soumettre sa thèse de doctorat à l'évaluation à l'Université de Chang, il faut un policy brief. Pour la plupart des doctorants, le concept est nouveau. En posture d'invité, le docteur Georges Maquet Eyenga éclairera notre lanterne à tous sur les enjeux et la conception de ce document marketing. L'enseignant-chercheur de sciences politiques est un habitué de cet exercice. Et puis, la thèse du jour est un travail scientifique de géographie. Son auteur, le docteur Marie Vunjoya, est enseignante-chercheur au département de géographie, aménagement, environnement de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Chang. Ce volume primé par le NELGA Afrique centrale en 2024 parle des conflits agro-pastoraux dans la périphérie nord du parc national du Mbamedjerem dans la région de l'Adamawa. Voilà pour la manchette. L'actualité du jour. À 44 ans, le professeur Esther Gadjoui, épouse Simo, range définitivement sa toge. L'enseignante-chercheur de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Chang, décédée le 20 avril 2025, a eu droit aux hommages académiques de la communauté universitaire à laquelle elle a appartenu. La cérémonie y afférente a eu lieu hier, 19 juin 2025, au centre des conférences Sa Majesté Djoumessi Mathias. Un moment solennel présidé par le professeur Christian Zamo Akono, représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et du recteur de l'Université de Chang. Voici à ce propos le reportage d'Adol Wafo. Le professeur Gadjoui Esther, né le 28 décembre 1981 et décédé le 20 avril 2025 à l'âge de 44 ans des suites de maladie, a laissé derrière elle un veuf, des enfants et une famille académique dans un profond désarroi. Spécialiste en physiologie et pharmacologie de la reproduction et des troubles sexuels chez la femme, le professeur Gadjoui Esther a apporté une contribution significative à la compréhension des dysfonctionnements de l'appareil génital féminin. Avant de ranger sa toge, elle était maître de conférences et occupait la fonction de chef de division des affaires académiques, de la scolarité et de la recherche à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Chang. La levée du corps et la mise en bière ont eu lieu ce jeudi 19 juin 2025 aux environs de 10h à la morgue de l'hôpital régional annexe de Chang en présence de la communauté universitaire fortement mobilisée, sa famille biologique, ses amis et connaissances. Pour la circonstance, le ministère de l'Enseignement supérieur et le recteur de l'Université de Chang étaient représentés par le professeur Christian Zamo Akono, conseiller technique auprès du recteur de l'Université de Chang. Le rituel de la procession a ensuite conduit la dépouille jusqu'au centre international de conférences Djoumessi Mathias de l'Université de Chang, où des éloges et témoignages ont été prononcés pour honorer la mémoire de la défunte et reconnaître sa contribution à l'institution et à la recherche. Au rang des interventions, on a eu de façon chronologique le témoignage de Tanga Mourina, une des étudiantes du professeur Gadjoui Esther. Professeur Gadjoui était une enseignante dévouée et une chercheuse rigoureuse. Ses cours étaient des rendez-vous intellectuels à ne manquer sous aucun prétexte. Sa passion pour son domaine de recherche était contagieuse et inspirait chacun d'entre nous à explorer les complexités de la physiologie de la reproduction féminine. C'est d'ailleurs cette passion inspirante qui nous a motivés à la choisir comme encadreur pour nos travaux de recherche. Elle nous a appris que l'excellence ne se construisait pas sans effort. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Votre lumière continuera de briller
à travers vos étudiants que nous sommes. Le professeur Théophile Fonkou, président du Cameroun Forum for Biological Sciences, société savante à laquelle appartenait le professeur Gadu Esther, est revenu sur son accession à cette organisation et son engagement pour son rayonnement. Suivant naturellement son mentor, le professeur Wacho Pierre, membre fondateur du Cameroun Forum for Biological Sciences, elle a été, dès son accession en Master 2, admise comme membre de cette société savante. Nous l'avons donc vu gravir les échelons dans une carrière scientifique prometteuse. D'étudiante simple observatrice, elle est progressivement passée à actrice, puis à pièce importante dans l'organisation de notre société savante. Nous ne pouvons rien devant cette mort cruelle. Nous ne pouvons que te dire adieu, que notre tête soit légère. Le troisième intervenant était le chef de département des sciences physiologiques et biochimie à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Chang, le professeur Zambo Goufak François. C'est avec une profonde douleur qu'il a rendu hommage à cette ancienne étudiante, collègue et amie devenue désormais mémoire. En ma qualité de chef de département, j'ai reçu à l'annonce de son décès de nombreux témoignages dans lesquels revenaient les mêmes mots la qualifiant sérieuse, active, conviviale. Oui, professeur Ngachou, il avait une écoute attentive, une présence paisible, un engagement sans faille. À la famille du professeur Ngachou, son époux, à ses frères, sœurs, parents, nous vous souhaitons force et union dans cette épreuve. Le professeur Gadu Esther était une enseignante-chercheur dévouée à la tâche, comme nous l'indique le professeur Wacho Pierre dans cet éloge scientifique. L'université de Chang, en général, et la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques en particulier, est ainsi une enseignante dévouée, appréciée par ses étudiants pour sa rigueur et son approche maternelle, et une travailleuse reconnue et encouragée par ses pairs. Jusqu'à sa disparition, elle avait en charge le co-encadrement de 3 étudiants de pharmacie, 7 et 2 étudiants de master en biologie clinique. L'activité scientifique du professeur Ngandji est également mise en évidence à travers la publication de plus d'une trentaine d'articles dans des revues scientifiques avec un excellent comité de lecture. Au total, on peut dire sans risque de se tromper, le professeur Ngandji aura contribué à sa manière dans le domaine de la recherche en physiologie et pharmacologie. Ses travaux ouvrent la voie à un vaste champ de recherche qui intéressera plusieurs générations d'étudiants et de chercheurs. Le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Chang, pour sa part, n'a pas manqué de rappeler que le professeur Gadu Esther était l'une des pièces maîtresses du rayonnement de la dite faculté. Le professeur Gadu a cheminé donc pendant plus de 10 ans avec l'université. Elle a été recrutée en 2014 et elle a donc traversé brillamment, étant une travailleuse acharnée et de manière à l'aide des différents grades d'enseignants-chercheurs, chargée de cours, maître de conférence en 2021, vous l'avez entendu. Elle était donc une serviteuse dévouée à sa tâche. Elle a été, et je pèse mes mots, la personne clé dans la conduite des activités majeures de l'histoire de notre faculté. Professeur Gadu restera donc éternellement vivant dans nos mémoires parce que tu as servi valablement et tu as vécu. La dernière intervention était celle du professeur Christian Zamouakono, conseiller technique auprès du recteur de l'université de Chang, représentant à la fois le ministère de l'enseignement supérieur et le recteur de l'université de Chang. C'est une journée bien triste et mémorable que connaît la communauté universitaire aujourd'hui. Madame la professeure Gadu Esther nous a quittés brutalement le 20 avril 2025 dernier. Elle nous réunit en ce jour dans ce centre de conférence Mathias Ouzouessi pour ce qui est sans doute sa toute dernière leçon. Non pas une leçon de physiologie, mais une leçon d'adieu. Un adieu déchirant parce qu'elle quitte définitivement ce campus qu'elle a tant aimé, arpenté et enrichi de sa présence. Comme l'ont bien rappelé les prédécesseurs, Madame la professeure Gadu fut avant tout une enseignante passionnée, rigoureuse et dévouée dans sa mission. La communauté universitaire ici réunie gardera de vous le souvenir d'une collègue rigoureuse, rayonnante et inspirante. Après ces éloges et témoignages post-mortem à l'endroit du professeur Gadu Esther, sa dépouille a été transférée vers l'entrée de l'université en procession et remise à sa famille biologique. Cette enseignante-chercheur foulait ainsi le sol du campus universitaire pour la dernière fois, mais restera dans les esprits par ses œuvres. Que l'âme de la disparue repose en paix. Rappelons que le concours d'entrée en première année du cycle de licence en kinésithérapie de l'université de Chang pour le compte de l'année 2025-2026 est officiellement lancé. Les épreuves écrites auront lieu au centre unique de Chang le 28 août 2025. Ce concours est ouvert aux titulaires des baccalauréats C, D et F8 pour les francophones chez les anglophones,
Seuls ceux ayant réussi au GCE Advanced Level avec au moins 2 matières scientifiques ont le droit de faire acte de candidature. Les personnes intéressées ont jusqu'au 14 août 2025 pour déposer leur dossier de candidature au service de la scolarité de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques ou dans les antennes de l'université de Tchang à Yaoundé-Kolbison, Maroua, Bafia et Bambui. L'invité du jour. Le 5 novembre 2024, un double glissement de terrain survient à l'escarpement de Forékétian, situé sur le tronçon Tchang-Sanchou. Cette catastrophe meurtrière fait émerger dans l'actualité des mémoires de master et des thèses de doctorat soutenues quelques années plus tôt à l'université de Tchang sur ce relief. Ces travaux comportent des recommandations qui auraient dû être transmises aux autorités nationales sous la forme d'un policy brief. Justement, pour que les décideurs soient au courant des solutions contenues dans les thèses de doctorat soutenues à l'UDS, le conseil rectoral a pris depuis quelques mois la décision d'imposer le policy brief comme document devant accompagner la soumission de la thèse pour l'évaluation. Mais seulement voilà, les doctorants qui n'étaient pas habitués à rédiger ce document rencontrent pour certains des difficultés à concevoir leur policy brief. En cette matière, le docteur Georges Macaire-Eyenga a de l'expérience. Cela fait plusieurs années qu'il rédige des policy briefs pour plusieurs think tanks à l'instar de la Fondation pour l'innovation et la démocratie que dirige le professeur Achille Bembe, responsable par intérim de l'unité de recherche politique, stratégique et sociale au sein de la faculté des sciences juridiques et politiques. Ce politiste fait un exposé le 14 mars 2025 à l'occasion de la première journée de zootechnie. C'est ce jour-là que nous le rencontrons. Il est l'invité de cette édition de Tchang University Newsroom. Bien, docteur Macaire-Eyenga, aujourd'hui à l'occasion des journées scientifiques de zootechnie à l'université de Tchang, vous avez fait une présentation portant sur le policy brief. Il s'agit désormais d'une exigence à l'université de Tchang pour pouvoir déposer sa thèse de doctorat. Dites-nous de façon très concrète à quoi il sert ce document. Très bien, merci beaucoup. Vous savez, depuis quelque temps, l'université est appelée à jouer un rôle fondamental dans le cadre du développement. Et c'est dans ce contexte-là que les instances universitaires à Tchang ont décidé d'instaurer ce document qui consiste pour les doctorants en fin de thèse de présenter de manière très résumée le travail de recherche qui a été accompli. Et ce travail de recherche-là, qui est présenté de manière résumée, prend la forme du policy brief, qui consiste ici à présenter, suivant une certaine structure qui a été définie méthodologiquement, les résultats de la recherche, en commençant par les problèmes qui ont été traités par le chercheur, la méthodologie qui a été utilisée, les analyses qui ont été élaborées et les résultats de cette recherche-là, de manière à ce que cela puisse servir à la prise de décision, par exemple dans le cadre d'élaboration des politiques publiques. C'est aussi une manière pour l'université de contribuer, n'est-ce pas, aux réflexions sur les politiques de développement. Si on prend le cas de Tchang, par exemple, cela entre aussi dans cette volonté de l'université de contribuer à la résolution des problèmes pratiques qui concernent la ville. On prend le problème de la falaise de Tchang qui a donné lieu à l'élaboration d'un livre blanc, par exemple, par les chercheurs de l'université. Et donc, c'est dans cette logique-là que le policy brief s'inscrit. Quelles sont les caractéristiques d'un bon policy brief? Un bon policy brief doit se distinguer d'abord par la clarté du problème qui est défini. Souvenez-vous toujours que les notes de politique, qu'on appelle en anglais les policy briefs, visent à s'adresser aux décideurs, à des organisations. Dans un contexte pareil, il faut être clair dans la terminologie utilisée. Donc, bien définir son problème, bien présenter l'analyse qui a été faite et formuler des recommandations claires, précises et actionnables. Un policy brief doit pouvoir proposer des solutions réalisables, la faisabilité. Il ne s'agit pas de proposer des solutions surréalistes, mais de montrer que, à travers votre document, on peut déjà engager des politiques de réforme, prendre des décisions et résoudre des problèmes concrètement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans un policy brief? Dans un policy brief, il ne faut surtout pas présenter un problème incompréhensible. Il faut avoir une certaine clarté dans l'expression, dans la description. Il faut rendre son problème audible, le problème qu'on décrit. Et surtout, il faut proposer des solutions, comme je l'ai dit, qui permettent de résoudre des problèmes parfois de manière ponctuelle. C'est vrai que dans la proposition des recommandations, il y a toujours cette tension entre des problèmes à long terme qu'il faut résoudre et des problèmes à court terme. Et donc, le policy brief doit pouvoir assurer un équilibre entre des recommandations qui peuvent être dans un court terme mises en œuvre et qui peuvent aussi avoir des effets, n'est-ce pas, soutenables à long terme. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en termes de points importants à retrouver dans un policy brief et ce qu'il ne faut surtout pas faire dans un policy brief. Quel est le style de rédaction qu'il faut adopter? Est-ce qu'il faut rester très scientifique avec des termes savants ou alors il faut considérer qu'on s'adresse
s'adresse aux gens qui ne sont pas de sa science et donc utiliser des termes qui soient compréhensibles par tout le monde. Oui, écrire un policy brief, comme je l'ai dit pendant la séance, c'est un travail de traduction. Les scientifiques ont un langage codé et ces scientifiques doivent pouvoir construire un langage qui est compréhensible par les non-scientifiques. Et cette traduction-là implique aussi, n'est-ce pas, le choix de certains mots qu'il faut utiliser, le choix de certaines expressions, certaines formes d'énoncés qui parfois perdent un peu en termes de teneur parce que le fait de traduire aussi, c'est une forme de simplification. Mais le but le plus important, c'est de créer un espace de dialogue. Le policy brief doit créer un dialogue entre la science et la politique, de manière à ce que ces deux sphères puissent se comprendre. Il ne s'agit pas d'abandonner complètement les termes techniques, parce que n'oubliez pas aussi, dans le monde politique, on n'a pas des profanes. Le monde politique est aussi un monde constitué des experts, des scientifiques même qui se sont parfois convertis dans la politique, dans la gestion des administrations, et qui peuvent comprendre à un certain niveau le langage scientifique. Mais de manière prudente, il est conseillé de produire un document qui est lisible, clair, dans un langage qui peut être accessible à un large public. Alors, à qui on adresse un policy brief? Le destinataire du policy brief est multiple et varié. Le policy brief peut être adressé à des gouvernements, des organisations internationales, à des institutions financières internationales, à des grands groupes industriels, des entreprises, des associations, des ONG et à toutes les entités qui participent à des politiques de développement dans un contexte précis. Donc, il n'y a pas une cible précise pour des policy briefs. Vous allez même constater que dans certains contextes, le policy brief peut être adressé à des élus locaux. Parfois, on essaie de réfléchir très loin, mais à côté de nous, au niveau des territoires, nous avons des maires, nous avons des élus qui participent au développement des communautés et qui peuvent aussi être des destinataires des policy briefs produits par des universitaires dans ce contexte. Alors, dernière question sur ce point, l'attitrage du policy brief. Vous avez fait une comparaison avec le monde journalistique où on a des titres accrocheurs. Qu'est-ce qu'il faut comme titre? Oui, mais c'est ce que vous venez de dire. Il faut un titre accrocheur. Le problème, c'est que très souvent, on juge les contenus édités sur la base des titres. Lorsque le titre ne séduit pas, ne captive pas, n'attire pas, très peu de personnes prennent le temps de regarder le contenu du document. Donc, je pense qu'il y a aussi ce travail de marketing que les chercheurs doivent faire. Le chercheur doit aussi s'inscrire dans cette perspective-là où il faut un peu copier ce que le journaliste fait, en essayant de se dire que à partir du titre, on peut être tenté et capturé pour découvrir le contenu du document. Et c'est à ce niveau-là que j'estime qu'il est important de produire des titres captivants. Un exemple de titre captivant? Bon, je ne sais pas quel exemple je vais prendre, mais ça dépend des contextes. Parfois, ce sont des titres avec des points d'interrogation. Parfois, ce sont des phrases percutantes que vous pouvez donner. Parfois, ce sont des considérations qui peuvent sidérer, qui peuvent choquer. Bref, il faut trouver quelque chose qui crée une tension dans la lecture. Quelque chose qui sort de l'inconnu, qui sort de l'ordinaire, qui sort du banal et qui suscite une certaine interrogation, une curiosité. Bref, il faut créer la curiosité dans le titre qu'on propose pour un policy brief. Après, il ne s'agit pas aussi de faire dans du cinéma, mais de proposer un titre qui va véritablement susciter une attention. Merci. Merci beaucoup. La thèse du jour. Parlons d'un travail scientifique qui a reçu le 4 octobre 2024 le prix de la meilleure thèse de doctorat sur le foncier en Afrique centrale. C'était à l'issue d'un concours organisé par le Network of Excellence on Land Governance in Africa, le NELGA. La thèse est intitulée « Les conflits agro-pastoraux en périphérie nord du parc national du Mbam-et-Djerem dans l'Adamawa, contexte, acteurs issus ». Le docteur Marie-Vous Njoya, son auteur, a soutenu ce travail le 30 mars 2021 à l'université de Tchang. Voici l'économie qu'elle fait de ses résultats de recherche. Donc rappelez-nous donc maintenant le sujet de votre thèse et surtout quel est le problème que cette thèse la pose. Alors, avec la création du parc national du Mbam-et-Djerem, le 6 janvier 2000, l'espace agro-silvopastoral, jadis occupé et exploité, n'est-ce pas, par les peuples riverains, est désormais consacré à la protection de la nature. Ces riverains doivent dorénavant exercer leurs activités de subsistance hors des limites du parc, sur un espace réduit où se côtoient et s'affrontent diverses stratégies d'accès aux ressources mal connues à l'origine de plusieurs types de conflits. Pour donc limiter la multiplication de ces conflits d'exploitation de ressources renouvelables en général et agro-pastoraux en particulier, un zonage a été mis sur pied en 2007 par WCS, l'organisme en charge de l'aménagement du dit parc. En 2010, un plan d'utilisation et de gestion des terres a également été élaboré par le Programme national de développement participatif. En dépit
de la mise en œuvre de tous ces outils de planification locale, leur respect fait véritablement problème lorsqu'on séjourne dans quelques villages de la périphérie nord du parc. Les plans de délimitation des terres sont à peine considérés et suivis par les populations locales qui ont pourtant participé à leur élaboration. Tandis que certains cultivateurs se déplacent pour s'installer dans la zone agricole délimitée, d'autres refusent de quitter la zone pastorale circonscrite. Il en est de même des éleveurs de bovins qui occupent illégalement les zones agricoles délimitées. Ces différentes attitudes ont contribué, n'est-ce pas, à la transformation de ces espaces agro-silvo-pastoraux en un champ de bataille où se déploient plusieurs types de conflits dont les plus prononcés sont, d'après les sources juridiques et administratives consultées, les conflits agro-pastoraux. Ces derniers figurent au premier rang avec plus de 95% de plaintes et les éleveurs semblent être les principaux inculpés. Donc, et quels sont les principaux résultats récoltés? Les principaux résultats découlent des objectifs spécifiques que nous nous sommes fixés au début de la thèse. Par rapport au premier objectif spécifique qui consiste à dresser l'état des ressources agricoles et pastorales, les résultats montrent que les ressources pastorales, notamment les zones de pâturage et les zones occupées par les cours d'eau, diminuent au profit des ressources agricoles que sont les surfaces cultivées. Et les graminées telles que le Setaria sp et le Penicetum polystachyon, ainsi que les feuilles du ligneux Afzelia sp constituent les principales espèces végétales prisées par les bovins autant en saison sèche que pluvieuse. Concernant le second objectif qui consiste à identifier et caractériser les utilisateurs de ces ressources ainsi que leurs résultats, ces derniers révèlent que ceux qui exploitent ces ressources agricoles et pastorales sont en grande majorité les cultivateurs Baya et les éleveurs Peul. Ils possèdent divers attributs professionnels et ils dépendent totalement du milieu naturel pour leur survie. Ils emploient de ce fait 3 stratégies pour accéder aux ressources agricoles et pastorales. La stratégie foncière qui s'exprime par une pléthore de distributeurs de lopins de terre, la stratégie agricole qui se traduit par la création des champs pièges et la stratégie pastorale qui se manifeste par des modes de surveillance mitigés, des divers packages nocturnes et des positions géographiques stratégiques occupées par les transhumants non résidents sur le site d'étude. Quant au dernier objectif relatif à l'identification et à la caractérisation des conflits, les résultats mettent en évidence une typologie de conflits. Le conflit agro-pastoral qui constitue la rivalité majeure avec 97,1% au sein du département du Djerem et d'autre part 4 autres types de conflits agro-pastoraux recensés dans les villages tests. Il s'agit notamment du conflit éleveur contre cultivateur qui constitue à 100% le principal litige qui fait des ravages en saison de pluie dans les champs de manioc. Le second qui oppose les éleveurs résidents des éleveurs non résidents à propos des ressources pastorales prédomine en saison sèche avec plus de 54,5%. Le troisième type de conflit qui représente 22,8% est une réaction des cultivateurs face à la destruction de leurs champs par le bétail. Le dernier antagonisme oppose les éleveurs contre le personnel du parc au sujet des pâturages de saison sèche qui sont disputés de l'intérieur du parc vers sa périphérie nord. Pour ce qui est de la réduction des différents conflits agro-pastoraux, les parties en conflit proposent la surveillance du bétail, la construction des clôtures autour des champs, l'allègement des répressions, le respect des lois et l'adoption généralisée de la culture des plantes fourragères. Cependant, ces différentes solutions doivent faire l'objet des cas pratiques futurs en vue de l'évaluation de leur efficacité. Soulignons que le regretté professeur Maurice Talefa qui a encadré cette thèse, feu le professeur Jean-Louis Ndomo, a présidé le jury de soutenance. Le docteur Njoya est aujourd'hui chargé de cours au département de géographie, aménagement, environnement, logé à la faculté des lettres et des sciences humaines.
Cette édition de Chang University Newsroom sur Radio Campus est à présent terminée. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos pages Facebook et LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus. Post-production, Elvis Ali, coordination administrative, professeur Sylvie Léa Wansi, supervision, professeur Roger Tsafagnan-Fosso, recteur de l'Université de Chang. Bon week-end et à lundi 23 juin 2025. Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo.